Entamons maintenant le chapitre 5 qui traite de la relation entre le risque et le rendement. Cette relation est fondamentale en finance. C'est une relation qui se trouve au centre de cette discipline, la relation entre le risque associé à un actif. Cet actif-là peut être un actif financier, un titre, ou une action ou une obligation et son rendement, donc le rendement de ce titre-là ou de cette action-là, de cette obligation-là. Mais le placement peut être aussi un projet, donc le risque associé à un projet. Quand on parle de risque associé à un projet, donc on parle du rendement associé à ce projet-là. Donc la relation qui existe entre le risque et le rendement, c'est cette relation-là qui est fondamentale pour l'investisseur. Empiriquement, quand le risque est élevé, le rendement associé à ce placement serait élevé. Quand le risque associé, par exemple, à un projet est faible, le rendement associé à ce projet-là serait faible. Donc, la relation qui existe entre le risque et le rendement serait une relation positive. Donc, le risque et le rendement vont se déplacer dans le même sens. Alors, dans ce chapitre, il faut lire les sections 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. C'est seulement ces sections-là qu'il faut lire. Il faut lire les diapos, ces diapos-là, associés donc au chapitre 5, faire les exercices suivants, de 1 jusqu'à 8, puis l'exercice 10 du manuel, et les problèmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Alors commençons par la présentation du taux de rendement sans risque. Le taux de rendement sans risque, c'est le risque, c'est le rendement qui serait généré suite à un placement qui est sans risque. Et les placements qui sont sans risque sont souvent les placements dans les titres émis par le gouvernement, comme les bons du trésor, qui sont en fait des titres à court terme. Et si on parle des titres à long terme, ça serait les obligations gouvernementales. Donc, les bons de trésor ou les obligations gouvernementales sont des placements qui sont sans risque. Pourquoi? Parce que le rendement est certain, le rendement est sûr. Pourquoi le rendement est sûr? Parce que la probabilité que le gouvernement ou l'État fait faillite est quasiment nulle. Donc, le rendement qui est généré suite à un placement dans les bons de trésor ou dans les obligations gouvernementales, ce taux de rendement-là, il s'appelle taux de rendement sans risque. Alors, quand on veut déterminer le taux de rendement net suite à ce placement-là, il faut tenir compte de l'inflation et de l'impôt à payer s'il existe un impôt à payer. Donc, si vous faites par exemple sur les bons de trésor un taux de rendement de 4%, l'inflation est de 3%, donc votre rendement net serait de 1% qui est égal à 4% moins 3%. Donc, il faut prendre le taux de rendement sur le bon de trésor moins l'inflation, vous aurez le rendement net. Et s'il y a un impôt à payer, il faut déduire cet impôt pour avoir le rendement net, le rendement donc après impôt. La notion de risque. La notion de risque correspond à la possibilité que l'investissement n'obtienne pas le rendement exigé ou espéré. Donc, il y a un risque, il y a une probabilité que le rendement exigé ou espéré ne sera pas réalisé. Il y a deux catégories de risques pour une entreprise. Le risque d'exploitation
et le risque financier. Le risque d'exploitation traduit l'incertitude liée à la nature des activités de l'entreprise. Donc, on parle de l'activité de l'entreprise et les risques qui sont associés à ces activités-là. Par exemple, les risques liés à la concurrence font partie du risque d'exploitation. Les risques liés à l'approvisionnement. L'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement sont les risques aussi liés à l'exploitation de l'entreprise. Les risques aussi associés aux technologies utilisées dans la production. Ça fait partie aussi des risques d'exploitation. Donc, il y a plusieurs types et en fait, une multitude de risques d'exploitation qu'il faut en tenir compte quand on veut évaluer le risque d'exploitation d'une entreprise. À part le risque d'exploitation, il y a le risque financier. Le risque financier est plutôt lié à l'incertitude liée au mode de financement de l'entreprise. Donc, on ne parle pas d'activité d'exploitation, on parle de financement. Il faut distinguer les activités d'exploitation aux activités de financement. Donc, le risque d'exploitation, c'est lié à l'activité. Le risque de financement, c'est lié au mode de financement de ces activités-là. Donc, si je donne un exemple de risque financier, c'est par exemple le risque d'insolvabilité de l'entreprise. Le risque que l'entreprise ne soit pas capable d'honorer ses engagements financiers, par exemple de rembourser ses dettes. Le risque de change, ok, ça fait partie du risque financier. Le risque du taux, le risque de taux d'intérêt, si le taux augmente ou diminue, ça a un impact sur les flux monétaires de l'entreprise et ça fait partie du risque financier. Alors, le risque total donc, de l'entreprise, le risque total, c'est quoi le risque total? C'est le risque d'exploitation et le risque financier. Donc, ce sont les composantes du risque total de l'entreprise. Une petite remarque, quand on parle de risque d'exploitation dans la littérature, on fait aussi souvent le lien avec le risque d'affaires. Okay? On fait référence aussi au risque d'affaires. Quand on parle de risque d'affaires, cela veut dire qu'on parle du risque d'exploitation de l'entreprise. Maintenant, le rendement total exigé par les actionnaire serait égal au rendement sans risque, RF, Risk Free Rate, le F c'est Free Rate, donc RF c'est le rendement sans risque, plus la prime de risque, la prime pour le risque d'exploitation et la prime pour le risque financier. Donc, en fait, le rendement total serait égal au rendement sans risque plus une prime qui va rémunérer l'actionnaire ou l'investisseur sur le risque qu'il a pris pour le risque d'exploitation et le risque financier. Donc, c'est comme une rémunération de l'actionnaire au risque d'exploitation et au risque financier. Donc, c'est une rémunération supplémentaire. C'est un rendement supplémentaire exigé par les actionnaires pour les rémunérer du risque qu'ils ont pris sur le risque d'exploitation et le risque financier de l'entreprise. Si on essaie d'illustrer ça sur ce graphique, vous avez sur l'axe des abscisses le niveau de risque total de l'entreprise et ici on parle de rendement. Ok, on parle de rendement. Donc la relation risque-rendement. Pour un risque nul, un risque zéro, vous allez trouver les bons de trésor et les obligations. Pour un risque zéro, vous n'avez pas un rendement zéro, mais vous avez un rendement sans risque, RF, un rendement sans risque, RF. Donc vous avez ici le risque zéro qui correspond à un rendement sans risque RF. Donc plus le risque augmente,
plus le risque de l'entreprise ou du projet ou de l'investissement augmente, plus le rendement augmente. Ok, pour un risque ici, vous avez un rendement là. Pour un risque supérieur, vous avez un rendement supérieur. Ok, vous avez un rendement supérieur. Donc, vous avez ici le RF. Vous avez le rendement sans risque ici. J'arrive pas. Donc, vous avez le risque RF ici. Donc, plus le risque augmente, plus la rémunération du risque, plus que cette partie-là, plus la rémunération de risque augmente. Ok, donc c'est pour ça qu'on dit que la relation risque-rendement est positive. Plus le risque augmente, plus son rendement augmente. Alors on vient maintenant aux mesures du rendement et du risque. Alors le rendement d'un placement dans un titre serait égal au revenu généré par ce titre-là. Dans ce cas-ci, si on parle de titres financiers, donc ce sont les dividendes, ok, plus le gain ou la perte en capital. Donc, à la vente du titre, vous allez faire un gain, vous allez réaliser un gain ou une perte en capital. Donc, c'est la variation du prix entre le prix d'achat et le prix de vente sur le prix initial de ce titre-là. Donc, c'est ça en fait le rendement d'un titre. Donc, vous avez les dividendes plus la variation de prix. Si on prend par exemple entre la période 0 et 1, ça va être P1, donc ça va être comme D1 plus la variation des prix, donc P1 moins P0 sur P0. Ok, donc si vous voulez calculer le rendement entre la période 1 et la période 0, donc ça va être dividende reçu à la période 1 plus P1 moins P0 sur P0, ça vous donne le rendement de ce titre là entre la période 0 et 1. Prenons l'exemple suivant, une action payée à 100 $ en début d'année. Donc, prix d'achat, c'est 100 $, donc c'est P0 ici. Ok. Rapportant 5 $ de dividendes, ça c'est les dividendes, en fin d'année, et valant 105 $ après versement de dividendes. Donc, période P1. C'est P1, donc prix 1, si dividende 1. Donc, si on veut calculer le rendement annuel, donc les dividendes 5 plus P1 moins P0, 105 moins 100 sur P0, 100, ça vous donne un rendement de 10%. En cas d'incertitude sur les flux monétaires futurs, le rendement espéré d'un investissement I, selon différents scénarios, se calcule ainsi. Donc, l'espérance de rendement, donc le E, c'est l'espérance. Donc, le rendement espéré serait égal à la somme des rendements du titre I fois la probabilité associée au scénario J. Donc, supposons qu'il y a n scénarios possibles. Donc, J va de 1 à n. Donc, il y a plusieurs scénarios J. Donc, on multiplie le rendement fois la probabilité qui lui est associée. Ça vous donne le rendement espéré. On va prendre l'exemple, l'exemple tout de suite après cette diapo. Donc ici, en fait, on parle de rendement de flux monétaire futur. Ok. Si on a des flux historiques et on veut calculer
le rendement moyen. Donc le rendement espéré serait comme le rendement moyen. Ben, vous allez prendre seulement la moyenne. Donc vous prenez la somme de ces rendements-là que vous divisez par le nombre n de périodes, le nombre t ici, de périodes, ça vous donne R bar. Donc ça c'est le rendement moyen. On calcule le rendement moyen quand on a des rendements historiques. Mais quand on parle du futur, donc on ne sait pas encore c'est quoi les rendements, donc on a des probabilités qui sont associées à différents scénarios. Ben, le calcul serait comme présenté dans cette diapo numéro 8. Alors, prenons cet exemple. Supposons les prévisions suivantes sur les rendements futurs. Donc, on parle de prévisions sur les rendements futurs d'un projet d'investissement I en fonction de 5 scénarios économiques J possibles. Donc, on a 5 scénarios possibles. On a la probabilité qui est associée à chaque scénario. Et on a les rendements du projet associés à chaque scénario. Donc ici, les probabilités, la somme de ces probabilités devrait être égale à 1. Donc 30% plus 20, 50, plus 20, 70, plus 20, 90, plus 10, ça fait 100, donc 100%, donc on a 1, la somme est égale à 1. Puis vous avez ici les rendements. Donc pour calculer le rendement espéré de cet investissement-là, vous multipliez le rendement fois la probabilité, puis vous faites la somme. Donc 12% fois 0,3 ici, 14% fois 0,2 ici, plus 15% fois 0,2 ici, plus 17 fois 0,2 ici, plus 18% fois 0,1 ici. Ça vous donne donc un rendement espéré de ce projet-là qui est égal à 14,6%. Nous avons donc calculé le rendement espéré, mais pour chaque projet, il y a un risque qui lui est associé. Donc, pour chaque projet, on a le rendement et le risque. Nous avons déjà calculé le rendement, maintenant on va calculer le risque. Comment le risque est mesuré? Le risque est mesuré par l'écart type. Okay? Le risque est mesuré par l'écart type. Mais l'écart type, c'est quoi? C'est la racine de la variance. Donc, calculons la variance des rendements d'un projet. Donc, la variance, en fait, c'est une mesure de risque. Comment elle est calculée? C'est ainsi. Donc, la variance est égale à l'écart type au carré. La variance est égale à l'écart type au carré. L'écart type est calculé comme l'écart entre le rendement et le rendement espéré au carré. Ok, donc si on parle d'un scénario de flux monétaire futur, donc il y a une probabilité qui est associée à chaque scénario. La probabilité P qui est ici doit être multipliée par le rendement moins le rendement espéré, le tout au carré. Vous faites la somme, vous trouvez la variance. Ici, on parle de variance aussi. Quand on a des rendements historiques, donc on connaît déjà les rendements, il n'y a pas de probabilité donc, de réalisation puisque sont historiques et on a les rendements. Donc vous faites seulement rendement moins le rendement espéré au carré sur T, le nombre de périodes, ça vous donne la variance. Ok. Donc prenons l'exemple suivant. Donc vous avez en fait deux projets A et B. Vous avez trois scénarios: augmentation, stabilité, diminution. Augmentation, ça peut être un scénario optimiste. Diminution, ça peut être un scénario pessimiste. Et stabilité, ça va être comme un scénario neutre. Vous avez les probabilités associées à chaque scénario et les flux monétaires en dollars. Donc ici, vous avez le projet A et le projet B. Calculons maintenant la variance pour
pour le projet A et B. Mais pour calculer, pour calculer la variance, nous avons besoin du rendement espéré. Parce que ici, remarquez que dans la formule, il y a le rendement espéré. Donc, il faut calculer le rendement espéré avant de passer et calculer la variance. Donc, pour calculer le rendement espéré, on multiplie le flux monétaire fois la probabilité. Ok? Donc, pour le projet A, c'est 800 fois 0,2. C'est 800 fois 0,2 plus 1000 fois 0,6 plus 1200 fois 0,2. Ça nous donne un rendement espéré de 1000 dollars. De 1000 dollars. La même chose pour B, on a un rendement espéré de 1080 dollars. Donc, on a le rendement espéré pour A et le rendement espéré pour le projet B. Pardon. Alors, selon le critère de l'espérance des flux monétaires, le projet B est le meilleur. Pourquoi? Parce que le rendement espéré de B est supérieur au rendement espéré de A. 1080 est supérieur à 1000, donc le projet B est meilleur selon le critère de rendement espéré. Cependant, les projets A et B, le projet, il manque ici B, les projets A et B n'ont probablement pas le même niveau de risque. Pour le vérifier, on peut calculer la variance et l'écart type des flux monétaires des deux projets. Donc, on sait que le rendement espéré de A est de 1000, donc c'est ça, donc le 1000 se répète ici. Ok, donc la variance est égale à la probabilité fois les flux monétaires générés associés à cette probabilité-là, moins le rendement espéré. Donc 0,2 fois 1200 moins 1000, plus 0,6 fois 1000 moins 1000, plus 0,2 fois 800 moins 1000, et toujours au carré pour l'écart des rendements. Ça nous donne une variance, ça c'est la variance, qui est égale à 16 000. Pour calculer l'écart type, donc pour l'écart type, serait égal à 126,49 dollars. Donc l'écart type du projet A, c'est 126,49. L'écart type pour le projet B, commençons par calculer la variance. La variance, vous avez l'espérance de rendement du projet B est de 1080, qui est ici, qui se répète pour chaque scénario. Vous faites la même chose que pour le projet A, vous allez trouver un écart type qui est égal à 140 dollars. Ok? Donc ici, vous avez le projet B est plus risqué que le projet A. Pourquoi? Parce que l'écart type de B est supérieur à l'écart type de A. Donc, le projet B est plus risqué. Donc, sigma B est supérieur à sigma A. Donc, l'écart type de B est supérieur à l'écart type de A. Donc, le projet B est plus risqué que le projet A. Donc, en fait, vous avez ici les projets A et B. Vous avez l'écart type et vous avez le risque, vous avez l'espérance et l'écart type. Pour l'espérance, c'est 1000 pour le projet A, B c'est 1080, l'écart type c'est 126,49 et le projet B c'est 140 dollars. Ok, donc si on prend le critère de rendement espéré, le projet B l'emporte, le projet B est meilleur. Par contre, le projet A est moins risqué. Ok, donc on constate ici qu'aucun ne domine l'autre. Ok, sur le rendement, c'est le projet B qui domine, mais sur le risque, c'est le projet A qui domine. Donc ici, c'est l'analyste ou le chef d'entreprise qui doit porter un jugement sur quel projet
sur quel projet retenir, le projet A ou le projet B. On peut aussi calculer le coefficient de variation comme une mesure de risque. Le coefficient de variation, c'est quoi? C'est une mesure d'unité de rendement moyen espéré. Donc, plus ce coefficient est élevé, plus le risque relatif est élevé. Le coefficient de variation, c'est l'écart type sur l'espérance de rendement. Vous pouvez le calculer pour le projet A et pour le projet B. Donc, ça va être l'écart type sur le rendement, 126,49 sur 1000 pour A et 140 sur 1080 pour B. Vous allez trouver un coefficient de variation pour B qui est supérieur au coefficient de variation pour A. Donc, sur la base de ce critère, par unité de rendement espéré, le projet B est le plus risqué. Ça confirme en fait que le sigma B est supérieur à sigma A, l'écart type de B est supérieur à l'écart type de A. Donc, le projet B est plus risqué que le projet A.